Jean Lajeunesse est détenu à l'établissement Archambault, situé à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Basses-Laurentides. Il n'a qu'un seul but en tête, renouer avec son métier de braqueur de banque. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement une arme à feu qu'il compte utiliser. En 1988, la journée s'annonce tout à fait normale pour les prisonniers de l'établissement Archambault. Personne ne soupçonne que Jean Lajeunesse, en se levant ce matin-là, compte bien que ce soit sa dernière journée à l'intérieur des murs. Il passe la matinée à l'atelier de poterie où il vaque à ses occupations régulières. Vers 13h15 que... Avec l'aide d'un détenu, Jean Lajeunesse empile des boîtes remplies de poterie sur un chariot. Mais ce que les gardiens affectés à l'atelier ignorent, c'est que 2 de ces boîtes sont complètement vides. Il y avait effectivement 2 boîtes. Il y a des contrôles sécuritaires, des portes métallisées, gardiens armés dans les contrôles qui ouvrent les portes seulement si le détenu a une passe ou s'il est accompagné d'un fonctionnaire. Le chargement et son passager clandestin atteignent la salle des visites sans éveiller les soupçons. Arrivé à cet endroit, le détenu doit laisser le chariot à l'agent socioculturel et rebrousser chemin. Et les boîtes dans lesquelles Lajeunesse est dissimulée, celles-ci se défont et le fugitif est exposé au grand jour. Vif comme un chat, il bondit dans le coffre de la voiture et s'y blottit. Tout ça s'est passé si vite que le gardien de sa guérite n'a rien vu. Puis le faux frère va porter le chariot pas plus vite que quand il est arrivé avec. Rien peut laisser croire que lui, il est pressé de se sauver et de s'en aller parce qu'il y a un détenu dans l'auto. On a calculé qu'il faisait une balle par mot. Dès les premiers hold-up, les policiers savent que l'auteur en est Jean Lajeunesse, puisque celui-ci ne prend même pas la peine de se cacher. En plus d'opérer seul, il ne se déguisait pas. Règle générale, il ne criait pas. Parce que son arme faisait l'effet recherché, c'est-à-dire que les employés obtempéraient à ses instructions. Il se cachait pas. Ce qu'on trouvait un peu curieux, c'est que même il y a certaines caissières de Banque nationale qui changent de succursale, puis qui le reconnaissaient. Non seulement Jean Lajeunesse commet ses vols à visage découvert, mais il prend un malin plaisir à passer des messages aux policiers. Et parfois même, il s'identifiait aux employés de la banque en disant, vous direz aux policiers, selon son vocable, que c'est Jean Lajeunesse. La récompense de 5 000 $ est publiée dans les journaux de la métropole, soit le 9 décembre 1989. Jean Lajeunesse est en cavale depuis un peu plus d'1 an. Il a commis à ce jour 13 vols qualifiés dans des succursales de la Banque nationale de la grande région de Montréal. À l'époque, on parle de 88-89, là, les banques n'aimaient pas la publicité, donc ça prenait du temps avant que les récompenses sortent. Le 28 décembre 1989, autour de 14h50, Jean Lajeunesse pénètre à l'intérieur de la succursale du boulevard Fernand-Lafontaine. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de se contenter du contenu du coffre-fort, qui requiert seulement 5 minutes d'attente. Il est arrivé avec un sac de sport, puis il l'a laissé près de la porte d'entrée. Il s'est dirigé au comptoir. Là, il a commandé une traite de banque. Puis un coup qui a été servi, il est retourné à son sac, là, près de la porte d'entrée. Il s'est penché sur son sac. Mais pendant ce temps-là, l'employé qui l'a servi est venu me voir, puis elle m'a dit, ben, c'est Jean Lajeunesse qui est dans la succursale. Claudette Briand appelle son adjoint, qui se trouve dans un bureau à l'arrière, pour lui demander d'avertir les policiers de la présence de Jean Lajeunesse. L'adjoint s'exécute immédiatement.
Les autres membres du personnel ignorent tous qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête. Lui, il avait sur l'épaule pendant qu'il était penché. Il a demandé s'il pouvait l'aider. Jean Lajeunesse répond au directeur en sortant un revolver de son sac, ainsi qu'une grenade, une arme qu'il n'a jamais utilisée à ce jour. Mais il y a toujours une première fois. Il l'a pris comme un otage, puis il a demandé que quelqu'un aille chercher son sac qu'il apporte à ses pieds. Tenant toujours le directeur en joue et menaçant de se servir de la grenade qu'il tient dans l'autre main, Jean Lajeunesse lui ordonne de faire ouvrir tous les coffres-forts du cubicule central, dont celui qui peut contenir jusqu'à 75 000 $ et qui est doté d'une minuterie de 15 minutes. Là, le directeur, il a dit, écoute, ça va prendre minimum 15 minutes, tu sais. Ah, il dit, j'ai tout mon temps. Fait que le directeur a dit aux employés, allez ouvrir les coffres. Est-ce que cette journée-là, en rentrant dans la banque à 3h moins quart, cette journée-là, elle fermait à 18h. Le temps qu'il pensait avoir, il l'a plus. Jean Lajeunesse semble en effet miser sur la fermeture imminente de l'établissement. Il pense peut-être qu'une fois la porte d'entrée verrouillée, les policiers ne seront pas en mesure d'entrer dans la banque. De toute façon, le fugitif n'a plus rien à perdre. Il est même prêt à amener un otage avec lui si des patrouilleurs l'attendent à l'extérieur. Il a d'ailleurs apporté des menottes à cet effet. C'est le coup de sa vie. Tu sais, il risquait le tout pour le tout. Il y avait des menottes. Fait qu'il y avait sûrement des intentions un petit peu croches. Entre-temps, les combinaisons sont faites. La police de Longueuil reçoit l'appel. Les policiers arrivent. La jeunesse s'en rend pas compte. Les premiers patrouilleurs arrivent sur les lieux. Ils entrent dans la succursale et interpellent aussitôt le bandit. Il y a un policier qui rentre, dégaine, il dit à la jeunesse, jette tes armes. Dans les armes qu'il y a, c'est un revolver dans une main et une grenade dans l'autre. Puis au lieu de ça, il s'est avancé vers le policier avec les deux armes. Pendant qu'il avançait, le directeur, lui, s'est sauvé. Il est parti rejoindre le reste des employés. La jeunesse s'avance vers le policier. Deuxième avis, jette tes armes. Continue à avancer. Troisième avis, jette tes armes. Là, il est proche du policier. La tension est palpable à l'intérieur de la succursale, tandis que les deux hommes se dévisagent, immobiles. Pendant d'interminables secondes, employés et clients retiennent leur souffle. Tout le monde est nerveux, puis personne parle. C'est le silence complet, là, tu sais. On entendrait une mouche voler, là. Tu te demandes s'il va la faire sauter. Le fugitif fait un pas de plus vers le policier. Se sentant menacé, celui-ci ouvre le feu et l'atteint en plein cœur. Jean Lajeunesse s'écroule au sol. Il a tiré dans la poitrine, puis il est tombé comme ça par en arrière. Quand je l'ai vu tomber, je suis allée près de lui. Je voulais pas qu'il meure tout seul. Je fais qu'il y a une arme compatissante à ses côtés. Ça n'a pas été long. Il a émis des gémissements, des sons d'agonie. Quand je suis arrivée près de lui, là, il a poussé son dernier soupir. Tu sais, je veux dire, il s'est éteint, là. À l'âge de 39 ans, après avoir commis une trentaine de hold-up dans des succursales de la Banque nationale, dont 14 dans la dernière année seulement, Jean Lajeunesse est mort comme il a vécu. Je me disais, c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas revenir en dedans. Ça, il me l'avait dit, ils me rattraperont jamais vivant. Il a couru devant son destin, dans le fond, parce que s'il s'était rendu, il serait pas mort. En fait, il est mort avec le métier qu'il aimait le mieux faire. Voleur de banque un jour, voleur de banque toujours.